Bienvenue dans le débat consacré aux 80 ans du débarquement en Normandie, alors que vient de se terminer les commémorations à Omaha Beach. Joe Biden, Emmanuel Macron, le roi Charles III, Volodymyr Zelensky sont présents. La Russie de Vladimir Poutine n'a pas été invitée. L'actualité s'invite donc à ces célébrations, alors que la paix était au cœur des commémorations pendant 80 ans. L'invasion russe de l'Ukraine est cette année au centre des événements. La nature et l'ampleur de l'aide à Kiev est abordée. Joe Biden a insisté sur la défense des démocraties contre les régimes autoritaires. Le président américain a fait un lien entre le débarquement des Américains en 1944 et les efforts des démocraties dans leur soutien à l'Ukraine contre la Russie. Joe Biden poursuit d'ailleurs ses commémorations par une visite d'État en France jusqu'à dimanche. À l'heure de ces commémorations, on va donc s'interroger sur la solidité de l'allié américain en Europe, alors que la guerre en Ukraine est entrée dans sa deuxième année. Que peut-on dire de cette relation transatlantique ? L'Amérique est-elle le meilleur allié de l'Europe ? Eh bien, on va poser ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Xavier Mauduit. Bonsoir. Bonsoir. Historien, chroniqueur, producteur et animateur de l'émission Le cours de l'histoire. C'est sur France Culture. Chroniqueur également sur l'émission 28 minutes. Bienvenue. Merci. En face de vous, nous avons le général Jean-Paul Perruche. Bonsoir, général. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Ancien directeur général de l'état-major de l'Union européenne. Elena Voloshin est avec nous ce soir. Bonsoir Elena, bonsoir. Ancienne correspondante de France 24 en Russie, toujours journaliste à France 24. Et puis chaque semaine, votre chronique Vue de Russie, propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Avec nous ce soir, Frédéric Charidon, bonsoir. Professeur de relations internationales à l'Université Paris-Cité et à l'ESSEC. Et vous êtes auteur de Guerre d'influence, les États à la conquête des esprits. Et c'est aux éditions Odile Jacob. Bienvenue à vous. Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Sergio Mattarella, Charles III, une quinzaine de chefs d'État et chefs de gouvernement qui étaient réunis en Normandie. Alors il y avait d'abord Colville, puis Omaha Beach pour célébrer les 80 ans du débarquement en présence de vétérans américains, presque centenaires. Ce qui marque bien sûr, c'est l'absence de Vladimir Poutine et la présence de Volodymyr Zelensky, qui a été d'ailleurs fortement applaudi à Omaha Beach. La guerre en Ukraine pèse donc sur ces commémorations. On va d'abord revenir sur un résumé en images de cette journée avec Claire Bérov. Le bonheur et la fierté sur leur visage. 80 ans après avoir débarqué sur les plages normandes, ces 200 vétérans américains ont de nouveau traversé l'Atlantique, spécialement pour ce jour, en présence de Joe Biden et d'Emmanuel Macron, qui leur rendent hommage. Vous avez tout quitté et pris tous les risques pour notre indépendance, pour notre liberté. Cela, nous ne l'oublions pas. Ici, sur les côtes de la Normandie, la lutte entre la liberté et la tyrannie a connu un tournant décisif ce jour, ce matin décisif du 6 juin. Le président français fait chevalier de la Légion d'honneur 11 vétérans. Ultime reconnaissance dans cette grande commémoration, la dernière peut-être, avec les héros et les témoins directs du débarquement. Quelques instants plus tôt, au mémorial de Ver-sur-Mer, une vingtaine de vétérans britanniques se souviennent, en présence du roi Charles III. Devant les noms de chacun des 22 442 soldats britanniques morts pour libérer la France, le monarque prend la parole en français. Nous ne manquerons jamais de rendre hommage au courage et au sacrifice incroyable des hommes et des femmes de la résistance française. Aux côtés des soldats, des enfants français et britanniques. La Royal Air Force fend le ciel normand, tandis qu'un peu plus loin, c'est le drapeau canadien qui se dévoile sur les parachutes de soldats. Ils atterrissent sur le sable. Et on va écouter un extrait du discours de Joe Biden à Colville-sur-Mer. Les États-Unis et l'OTAN, ainsi qu'une coalition de plus de 50 pays, se tiennent fermement aux côtés de l'Ukraine. Nous n'abandonnerons pas. Si nous abandonnons, l'Ukraine sera asservie et cela ne s'arrêtera pas là.
Les voisins de l'Ukraine seront menacés, toute l'Europe sera menacée. Maintenant, nous devons nous demander, allons-nous résister à la tyrannie, au mal, à la brutalité écrasante, à la poigne de fer, ou défendons-nous la liberté et la démocratie? Luttons-nous tous ensemble? Ma réponse est oui, et ne peut être que oui. Xavier Mauduit, le discours de Joe Biden est quand même assez fort. Est-ce que ça marque d'abord une implication grande ou pas de Joe Biden en Europe, ce qu'il vient de faire? Oui, et puis ces commémorations sont l'occasion de prendre la parole pour évoquer l'actualité. C'est en cela que les commémorations du débarquement sont vraiment intéressantes. Et on peut le dire vraiment, il y a une histoire de ces commémorations. Et il faut attendre le milieu des années 1980 pour qu'elles prennent un tournant international diplomatique. C'est le président François Mitterrand qui avait voulu ça. Auparavant, il n'y avait pas tant de chefs d'État que cela. Donc ça veut dire que dès les années 1980, les commémorations du débarquement sont l'occasion pour les démocraties d'affirmer leur prise de position internationale. Et évidemment, ça varie selon chaque contexte. Le contexte d'aujourd'hui est vraiment très particulier. Avec cette guerre en Ukraine. Et oui, la guerre en Ukraine, ça fait vraiment réfléchir fortement sur chaque prise de parole. Et la présence de Zelensky en Normandie aujourd'hui, c'est vraiment symptomatique de l'aspect diplomatique de ces commémorations. Qu'est-ce que ça veut dire de l'implication justement de l'Amérique en Europe, Général Jean-Paul Perruche, quand vous entendez le discours de Joe Biden? Est-ce qu'il est finalement différent de celui des autres présidents américains? Mais je crois qu'on doit tenir compte de l'évolution de la situation internationale, si vous voulez, par rapport à cette époque-là, naturellement. Aujourd'hui, on le sait bien, depuis plusieurs années, il y a un pivot américain qui montre que le centre de gravité des intérêts de sécurité américains a glissé de l'Europe, où les intérêts de sécurité américains se confondaient complètement avec ceux des Européens pendant la guerre froide. Et maintenant, il y a l'Indo-Pacifique avec la montée en puissance de puissances concurrentes, justement la Chine, l'Inde, etc., qui font que les États-Unis ne peuvent plus consacrer la totalité de leur effort de sécurité, y compris au profit de la liberté, comme ça a été dit par le président Biden. Mais ils ne peuvent plus uniquement se concentrer là-dessus. Donc ils ont besoin à la fois d'aider, parce qu'ils restent malgré tout les maîtres des horloges aujourd'hui, les Américains. Regardez en Ukraine, si les Américains n'étaient pas intervenus, que se serait-il passé? Regardez avec Israël et Gaza, qui est-ce qui appuie d'un côté ou de l'autre? Ce sont quand même les Américains. Mais c'est ce qui symbolise Joe Biden aujourd'hui, cette présence, ou au contraire, il est dans la continuité d'une forme de retrait des États-Unis? Alors, je ne crois pas. Je pense que Joe Biden est persuadé, comme je vous le disais, que le combat pour la liberté n'a pas de frontières et qu'en Europe, en particulier, il faut le livrer, en particulier dans la situation actuelle, avec la guerre. Néanmoins, comme je vous le disais, on ne peut pas consacrer tous les moyens des États-Unis à faire ça. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir besoin d'inciter les Européens à développer leurs capacités propres pour pouvoir justement porter une plus large partie du fardeau. Frédéric Charillon, alors on va revoir un peu ces images parce que vous l'évoquez, Xavier Mauduit, depuis les années 80. C'est Ronald Reagan pour le 40e anniversaire en 1984, en pleine guerre froide, qui avait marqué par son discours. Ensuite, il y a eu Bill Clinton, George W. Bush. Barack Obama, c'était le 70e anniversaire. Vladimir Poutine avait annexé la Crimée. À l'époque, il était présent et Moscou était intervenu dans le Donbass. Frédéric Charillon, est-ce qu'Obama, c'était le début du retrait de l'Amérique d'Europe ou pas? C'est lui qui avait théorisé, formalisé le pivot. L'expression est de lui. Quand on parle du pivot américain, comme vient de le faire le général Perruche, c'est Obama qui a dit on va pivoter vers l'Asie. Ce qui avait beaucoup inquiété les Européens. Et d'ailleurs, à l'époque, Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État à l'époque, était venue en Europe essayer de rassurer les Américains parce que cette annonce avait été perçue comme avait été reçue comme un petit peu brutale. On se disait alors ça y est, ils s'en vont et ils se consacrent totalement à l'Asie-Pacifique. C'est un peu le cas aujourd'hui. L'Ukraine. Justement, Biden est dans cette ligne-là d'Obama ou non, parce qu'il y a eu l'Ukraine. L'Ukraine change la donne. Alors pendant très longtemps, les États-Unis ont eu dans leur doctrine militaire l'impératif, l'objectif de pouvoir mener deux conflits de haute intensité en même temps. Ils ont plus ou moins abandonné cette idée, mais de fait, ils ont deux fronts. Aujourd'hui, c'est pas la première fois dans l'histoire, parce que la guerre froide, il y avait la guerre de Corée en 50-53, et puis il y avait aussi ce face-à-face en Europe. Mais là, à nouveau, ils sont sur un front pacifique avec la Chine, qui quand même a une stratégie extrêmement offensive. Et puis maintenant, il y a l'invasion de l'Ukraine qui change aussi la donne. Donc ils sont aussi sur le front européen, deux fronts. Elena Voloshin, vous étiez d'ailleurs aux commémorations il y a 10 ans, celle où se trouvaient Barack Obama et Vladimir Poutine. C'était juste après Maïdan. Il y avait aussi Poroshenko, donc le président ukrainien à l'époque. Et Poutine n'est pas invité
cette année. Il y a 10 ans, il était présent. On voit vraiment, il y a une différence en 10 ans. Cette guerre en Ukraine pèse très lourd. Alors moi, j'étais à d'autres commémorations il y a 10 ans, j'étais à Moscou. Je me rappelle très très bien de cette image-là, où le réalisateur avait superposé Vladimir Poutine et Barack Obama comme s'ils se regardaient. Et Vladimir Poutine avait effectivement été invité pour les 70 ans, mais moi j'étais à Moscou pour les commémorations de la capitulation de l'Allemagne nazie le 9 mai 1945, vue de Russie. Et là, les chefs d'État occidentaux, qui à toutes les décennies sont invités, à toutes les dates rondes, comme on dit, je crois tous les 5 ans même, sont invités en Russie pour ces commémorations, avait été invité. Ça avait été une grande offense en tout cas prétendue par l'État russe, mais ressentie réellement par les Russes eux-mêmes, du fait que Barack Obama, Angela Merkel, François Hollande avaient boudé la grande parade militaire sur la place Rouge. Et on vous montriez les vétérans auxquels s'est adressé Emmanuel Macron. Je me rappelle très bien des vétérans russes à ce moment-là qui disaient « ça y est, ils nous ont déclaré la guerre ». Donc ce discours sur la guerre occidentale emmenée par les États-Unis contre la Russie, il remonte à cette époque-là, à l'annexion de la Crimée. Et si je remonte plus loin, et je parle sous le contrôle de l'historien que vous êtes, le divorce entre les anciens alliés, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est de ce divorce entre les alliés, il y a eu lieu aux aurores de la guerre froide, au moment où Staline a déclaré que la coalition soviétique était une coalition antifasciste. Et ce qui a provoqué ce discours et cette propagande stalinienne sur les falsificateurs de l'histoire, cela a été la publication par les Français, les Britanniques et les Américains en Occident des documents saisis au ministère des Affaires étrangères du Reich, notamment sur la relation entre Staline et Hitler à partir de 1939, notamment sur les protocoles secrets, disant que en fait, Staline, jusqu'au bout, était un fidèle allié de Hitler, malgré la menace nazie, qu'il avait ignoré toutes ces menaces et surtout le partage de l'Europe au nom de ces protocoles secrets. Staline faisait déjà le procès en fascisme aux Français, aux Britanniques, en disant qu'ils avaient armé Hitler pour attaquer l'URSS. Ce procès contre l'Occident collectif est réédité presque mot pour mot par Vladimir Poutine aujourd'hui contre les alliés d'hier. Xavier Mauduit, vous pouvez rebondir? Ah oui, mais parce que c'est très juste ce qui a été dit là. D'ailleurs, il a fait une distinction, Emmanuel Macron, entre les Russes, la Russie patriotique, et le gouvernement, enfin les autorités russes. Ah mais c'est vrai qu'il faut tout éplucher vraiment dans le détail. On parle de Russes et on parle d'URSS. Les alliés, c'est l'URSS. Et on sait bien que les Ukrainiens et d'autres composantes de l'URSS ont participé au combat, peut-être même plus que les Russes eux-mêmes. Et cette histoire-là, celle que l'on raconte aujourd'hui autour des commémorations, c'est une histoire mémorielle sur ce temps long depuis la Seconde Guerre mondiale. Déjà de savoir qui a remporté la victoire. C'est ce long combat qui fait dire on va effacer en grande partie tous ces combats à l'Est, ceux de l'URSS, des 20 millions de morts, et de mettre de plus en plus en avant le débarquement et l'importance des États-Unis. Et c'est un long combat mémoriel, et on le sait bien, et par le cinéma, notamment Le jour le plus long, de 1962, on a mis de plus en plus en avant le débarquement comme l'élément essentiel de la victoire contre le nazisme. Et des vétérans américains, ils étaient présents pour cette commémoration à Omaha Beach. Il y en a 3 qui ont été décorés aujourd'hui de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. On va écouter un extrait de l'un d'entre eux. C'est ma 4e visite ici. J'étais là pour le 50e anniversaire avec Bill et Hillary Clinton. Puis pour le 70e anniversaire avec le président Obama. Et enfin, le 75e avec Trump. Melania m'a fait une grande accolade à l'époque. Donc c'est incroyable, mais c'est aussi triste et ça rappelle beaucoup de souvenirs désagréables. Mais je suis vraiment venu pour inviter tous ces jeunes qui reposent ici à mon mariage jeudi. Oh, samedi. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Samedi. Ah, tu sais, j'ai 100 ans, ma fiancée en a 96. Où est-elle d'ailleurs? Je ne sais pas, j'ai perdu ma fiancée. Général Pérugin, c'est vrai que c'est touchant. Sa fiancée à 96 ans, lui, il en a 100. C'est vraiment la dernière fois qu'on va voir ces vétérans à des commémorations du débarquement. Est-ce que ça va changer les choses, justement, lorsqu'ils seront disparus? Il se passera la même chose que lorsque les derniers combattants de la Première Guerre mondiale ont disparu. Je me souviens, mon grand-père était de la classe 1914 et ils se sont éteints dans les années avant l'an 2000, pratiquement. Et on garde tout de même en mémoire, je crois, mais évidemment,
évidemment, on manque de témoins qui ont vécu ça. Mais avec des cérémonies telles que celle qui a été organisée aujourd'hui, on peut imaginer que dans 10 ans, même s'il n'y a plus à ce moment-là de vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, leurs souvenirs, leur mémoire et surtout le sens de leur action sera maintenu. Parce que quelle est l'importance de ce genre de cérémonie? C'est précisément de faire passer le message que la liberté a un prix et que les gens doivent se battre quelquefois pour la défendre et la protéger. Alors c'est vrai que ce sont des soldats, c'est l'OTAN tout de même qui est véritablement le lien transatlantique et il est militaire, c'est de la sécurité de l'Europe dont il s'agit. Et le lien, il est transatlantique et il est à l'OTAN pour le moment avec ce président américain-là. Mais que nous réserve l'avenir? C'est d'ailleurs un peu le sens de votre question de titre du débat. Est-ce que les États-Unis sont nos meilleurs alliés? Historiquement, ça ne fait aucun doute. Nous ne savons pas où nous serions aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les États-Unis dans la Première Guerre mondiale et dans la Seconde. Mais la question, c'est celle de l'avenir. On a un candidat qui a déjà d'ailleurs été président, qui est Donald Trump, qui a mis en cause plusieurs fois l'article 5 de l'OTAN. C'est cet article qui donne la possibilité à un État agressé d'avoir le soutien des autres en cas d'agression. Dit-on, il est aujourd'hui entouré de conseillers qui lui suggèrent fortement, voire peut-être même d'envisager le retrait américain de l'OTAN, de remplacer tout ça par quelque chose de plus transactionnel, comme on dit, c'est-à-dire du donnant-donnant. On n'est plus du tout à ce moment-là dans la même perspective. Et il n'y a pas que Trump. Trump représente une tendance aux États-Unis. Bon, tous les grands événements historiques comme ça s'éloignent dans le temps et on a toujours tendance à oublier. C'est assez étonnant d'ailleurs le souvenir de la Première Guerre mondiale qu'il soit toujours aussi présent, et c'est très bien, en France et en Europe, mais tout a tendance à s'éloigner. Aujourd'hui, nous avons des présidents américains qui, Trump, on parle beaucoup de lui, mais il reprend un courant, qui ne sont plus tellement dans cette commémoration, ni d'ailleurs dans l'idée que les Européens sont leurs principaux alliés. Ils les voient comme des concurrents. Trump a écrit une fois sur Twitter, alors faut dire, c'est vrai qu'il a écrit beaucoup de choses sur Twitter à des heures souvent indues, et il ne faut pas toujours en tenir compte, mais enfin, il a écrit une fois que l'Union européenne était un ennemi. Parce que nous sommes des concurrents commerciaux. Donc attention à ces glissements. Là, on a Joe Biden avec nous aujourd'hui en France, mais qu'en sera-t-il demain? Emoji, sur Trump, justement, est-ce que les Européens, finalement, ont peur de cette arrivée éventuelle de Donald Trump? Oui, parce que ce discours de Biden aujourd'hui pour les commémorations, c'est aussi un discours de politique intérieure. Et c'est vrai qu'en écho à ce qui a été dit, sur le temps long, là encore, il y a toute cette réflexion aux États-Unis de l'isolationnisme ou de l'interventionnisme. Et on a vraiment ça de manière très nette dans les années 1930, la montée d'Hitler, la guerre 39. 40, les États-Unis ne sont toujours pas décidés à entrer dans le combat. C'est tout le travail du président Roosevelt alors de convaincre sa population qu'il est nécessaire d'entrer dans le combat pour éviter le pire. Et c'est pas simple, il faut Pearl Harbor en fait pour que les États-Unis basculent. Mais c'est ce long travail qui est fait aux États-Unis, ça fait un écho sidérant à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire Donald Trump qui représente cette idéologie présente aux États-Unis de l'isolationnisme et puis on ne s'intéresse pas à ce qui se passe en Europe sinon pour conforter nos intérêts. Et ce sont les mêmes enjeux aujourd'hui que dans les années 30. Je pense que c'est pour ça que ces commémorations ont un écho qui dépasse simplement le souvenir de ce qui s'est passé. C'est vraiment de l'actualité. Et Vladimir Poutine, Elena Voloshin, lui, finalement, il n'attend que ça, non, que Donald Trump soit élu. Vladimir Poutine, en tout cas, il joue la montre, j'ai l'impression. Et plus il a de temps avant, on ne sait pas très bien quoi d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais en tout cas, clairement, l'heure est à l'escalade. Plus ça joue pour lui. Parce qu'effectivement, les élections européennes, la montée des populismes en Europe, le retournement, le basculement des opinions publiques du côté de ceux qui, justement, aux extrêmes droites, disent « mais il faut arrêter d'armer l'Ukraine, il ne faut pas provoquer la Russie, etc. » Évidemment, l'élection américaine, alors Donald Trump, il est complètement imprévisible, donc les Russes aussi disent que de toute façon, les États-Unis, c'est l'ennemi, quel que soit le président qui sera à leur tête. Et Donald Trump, d'ailleurs, a des saillies du genre si la guerre en Ukraine ou au Taïwan avait éclaté pendant que j'étais président, je frapperais Pékin ou Moscou. Donc Donald Trump, disons qu'il n'y a pas non plus une mise absolue sur Donald Trump du côté de Moscou, mais dans tous les cas, c'est sûr que plus Vladimir Poutine déstabilise par sa propagande, par ses méthodes de guerre hybride qui sont en train d'exploser, on n'est plus seulement sur les cyberattaques ou la désinformation, il y a les actes de sabotage physique, voire des attentats terroristes, tout ça en train d'être vraiment déployé à large échelle par Vladimir Poutine. Et il inverse systématiquement, on le rappelle quand même aussi, le récit, puisque pendant toutes ces années, même celles qui ont précédé 2022, le message du Kremlin, ça a été Vladimir Poutine garant de la stabilité pour
plus que jamais il n'y ait de guerre sur le sol européen. Et méthodiquement, en racontant cela, il provoque l'inverse. On va écouter Emmanuel Macron qui s'est exprimé bien sûr pendant cette journée. Face au retour de la guerre sur notre continent, face à la remise en cause de tous ceux pourquoi ils se sont battus, face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire, soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour, Monsieur le Président d'Ukraine, dit tout cela. Général Perruche, c'était vraiment le moment fort de la fin de ce discours avec cette standing ovation autour de Volodymyr Zelensky. Est-ce que les Européens doivent se préparer à la guerre ? Alors, dans ce qu'a dit le président Macron, il y a un point qui a attiré mon attention, c'est l'allusion au fait que des gens sont venus débarquer, des gens qui ne défendaient pas leur propre territoire, sont venus débarquer en Europe pour libérer l'Europe, si vous voulez. Et quand on fait le parallèle avec la situation actuelle, ça veut dire que les pays européens dits libres qui soutiennent l'Ukraine devraient être prêts, le cas échéant, à faire la même chose, si vous voulez. Parce que dans la mentalité française en particulier, mais dans les démocraties européennes en général, la notion de sacrifice est quand même associée aux intérêts vitaux, et à la défense du territoire, à la défense des gens qui habitent sur ce territoire, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il faut se préparer à la guerre ? Ça veut dire que, de toute façon, il faut se préparer à la guerre, puisque nous avons le principe à l'école de guerre de dire si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc il faut toujours s'y préparer pour ne pas subir la volonté de gens qui ne respectent pas le droit international, qui ne respectent pas la liberté des autres, ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Donc il faut se préparer de toute façon à la guerre, et il faut se préparer en tenant compte de la nature des menaces, de leur importance, de leur virulence, de façon à être prêt le moment venu, si jamais on devait avoir à la faire. Parce qu'on discute souvent on n'est pas en guerre avec la Russie, ou les uns disent mais la Russie nous fait la guerre, ce qui est vrai. Mais ça veut dire que si on veut pouvoir dissuader quelqu'un qui ne joue que sur les rapports de force comme Vladimir Poutine, eh bien il faut avoir une force à niveau. Et les Européens, sans les Américains, pour revenir au débat précédent, pour l'instant sont, à mon avis, trop désarmés. Ils sont pas au niveau. Frédéric Charilaud, donc les Européens ont besoin des États-Unis si effectivement ils se préparent à une guerre. On ne peut pas se passer des États-Unis en Europe aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, non. Après, l'histoire récente a fait qu'on a changé aussi d'objectif, de modèle d'armée. On est sorti de la guerre froide où, justement, on était dans cette perspective d'une éventuelle invasion massive par des forces conventionnelles. Donc, on misait à la fois sur le nombre de soldats et qui pourrait éventuellement, si les pertes étaient importantes, justifier aussi l'emploi de l'arme atomique pour des pays comme la France. Ensuite, on a eu les années 90 et suivantes où on a complètement changé de modèle. L'Union soviétique n'existe plus. Cette menace d'un déferlement du pacte de Varsovie n'existe plus. Là, on passe à une obligation plutôt de projection de force. C'est la guerre du Koweït en 91. C'est tout à fait autre chose. Il nous faut des armées avec des groupes extrêmement bien formés, bien entraînés en permanence. C'est pas à des conscrits qu'on peut demander ça pour des actions un peu presque de type commando, en tout cas de très très haut niveau. Et voilà que l'Ukraine nous ramène en quelque sorte à la période précédente, c'est-à-dire la défense territoriale, la possibilité d'une invasion massive, sans d'ailleurs pour autant effacer l'obligation que nous avons toujours d'être en mesure de faire de la projection de force ici ou là. Donc il faudrait pouvoir faire tout à la fois. Les Européens individuellement n'en ont pas les moyens, collectivement ne sont pas véritablement prêts. Aujourd'hui, seuls les États-Unis sont en mesure de faire ça. Donc ça veut dire que tout de même la sécurité européenne est liée à la décision des Américains. Pour le moment, et probablement un bon moment encore, oui. Xavier Mauduit, en tout cas, il y a un basculement, on peut dire, avec cette guerre en Ukraine, et on l'a vu pendant ces commémorations, et on le voit sur ce plateau. Oui, et on le voit, et si nous débattons aujourd'hui, c'est parce que, et c'est le principe même du présent, c'est que le futur est incertain. On ne sait pas comment ce sera. C'est l'avantage de l'histoire où nous connaissons la fin des événements. Mais justement, est-ce qu'on peut tirer des leçons de cette histoire qu'on a commémorée toute la journée pour projeter le futur, pour se projeter dans le futur? Pour comprendre d'ailleurs la prise de position d'Emmanuel Macron. On connaît bien 1938, reculer
reculer devant Hitler n'a servi à rien. C'est toujours dans l'esprit. On peut évoquer la Crimée, vous l'avez dit, c'est beaucoup plus récent. Reculer devant Poutine qui envahit la Crimée, ça ne sert à rien. Il y a vraiment, j'imagine, aujourd'hui, de la part de nos dirigeants, cette vraie question. Est-ce que je dois taper du poing sur la table et sortir les armes, pourquoi pas, de façon à arrêter un mouvement ou alors tenter de négocier. Mais vous savez, si on regarde le cas Poutine, et c'est très intéressant, quand il envahit l'Ukraine, c'est une colonne de blindés, comme en 1956 en Hongrie, comme en 1968 à Prague. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire que lui-même est obligé de revisiter la stratégie possible. Et c'est exactement ce que vous évoquez. Ce sont ces nouvelles formes de guerre. Le futur est complètement incertain sur la forme que pourrait prendre ce conflit. Elena Voloshin, c'est la guerre asymétrique qu'il utilise. Il y a la guerre conventionnelle. Il parle beaucoup de nucléaire aussi. Hein. Il ravive la menace du nucléaire. C'est la guerre ancienne et ancestrale. Enfin, c'est une guerre qui est faite sur la base d'un mythe. Je sais que ça ennuie, ça devient soporifique dès que je commence à parler du Donbass et du mythe, etc., parce que c'est très loin de notre espace de rationalité occidentale et informationnelle dans lequel on parle. Mais il faut toujours se placer de ce point de vue-là, si on veut vraiment se projeter justement et comprendre ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Donc, lorsqu'on parle de menaces de guerre conventionnelle, de menaces de frappe nucléaire tactique, par exemple, sur l'un des pays de l'OTAN, qui sont explicitement aujourd'hui non plus formulées, mais promises, en fait, par les propagandistes russes, n'est-ce pas ? On peut dire oui, mais c'est leur rôle, etc. Sauf que ce que l'on voit, des débats qu'on a eus avant le 24 février 2022, et j'étais en Russie, et puis la guerre, je l'ai vue en face, c'était que le déploiement, les exercices militaires, la propagande, mais nous n'attaquons pas les premiers, mais nous sommes attaqués, etc. Le discours était exactement le même, le scénario était exactement le même. Vous évoquiez la Crimée, mais plus grave, dans le Donbass, il y a eu une guerre. Les estimations sont à 10 000 morts dans le Donbass entre 2014 et 2022. Et Vladimir Poutine vous dit aujourd'hui, pendant 8 ans, ils nous ont attaqués, ils ont perpétré un génocide des russophones, etc. Donc, si vous voulez, lorsqu'on est dans cette logique-là, la question n'est plus seulement que celle des moyens. Quelles sont les intentions de Vladimir Poutine, à quoi il est prêt réellement. Enfin, je veux dire, il faut considérer toutes ces questions-là. Et d'un point de vue, et je parle sous votre contrôle, de la science politique, de dire que cela ne peut pas arriver juste parce que cela ne peut pas arriver, parce que rationnellement, ce n'est pas acceptable, eh bien, lorsqu'on regarde tous les paramètres réels et techniques, on se dit qu'en fait, cette théorie-là, il faudrait qu'on la mette de côté pour considérer réellement le danger et la menace. Général Perruche, alors on a l'impression tout de même que les Américains avaient des lignes rouges et puis elles ont été déplacées puisque maintenant ils acceptent l'utilisation d'armes occidentales sur le sol russe, ça c'est tout récent. Il y avait toujours cette limite, est-ce qu'on est co-belligérant ou pas ? Le curseur est quand même très compliqué là. Est-ce qu'on va vers une escalade ? Qu'est-ce que ça veut dire de prévenir contre une guerre ou contre Poutine ou au contraire s'y préparer ? Alors deux points. D'abord, Vladimir Poutine utilise le chantage nucléaire comme étant son parapluie, si vous voulez, pour empêcher qu'il y ait un renforcement de l'Ukraine par des pays de l'OTAN, par exemple, ou de l'Union européenne. Et c'est la première fois qu'on voit un dirigeant d'un pays doté nucléaire faire un chantage avec cette arme nucléaire sur un pays qui n'est pas doté et qui ne menace pas son territoire, contrairement à ce qu'il dit, évidemment. Et donc, pour moi, c'est son seul argument. D'où la retenue américaine ? D'où la retenue américaine. Alors, la retenue américaine, président Biden, effectivement, ne veut pas d'escalade qui pourrait conduire à l'engagement de soldats américains. Il a dit d'emblée, on n'enverra pas de GIs en Ukraine. Ça, c'est la ligne rouge pour l'instant. C'est une ligne rouge pour l'instant, enfin pour les États-Unis. Mais c'est là où aussi, je reviens à ma première intervention, où on voit que les Américains ne veulent pas se laisser entraîner, si vous voulez, même au profit des Européens dans l'avenir. Et aujourd'hui, l'Amérique garde la maîtrise des horloges dans ce combat. Regardez, depuis le début, tous les progrès qu'on a fait dans le soutien à l'Ukraine. On se souvient qu'au début, c'était les casques et les gilets pare-balles. Après, on est passé aux moyens anti-chars. Et puis après, finalement, on a envoyé des chars. Après beaucoup de débats, on a envoyé des missiles à plus ou moins longue portée, pas assez selon les Ukrainiens. Et puis aujourd'hui, on a les avions F-16. Donc on voyait bien cette gradation dont les Américains ont la clé à chaque fois. Il faut bien voir que les Européens... Macron parle d'éventuels envois de troupes au sol. Alors, les envois de troupes au sol, les Américains ont déjà dit, alors surtout en période électorale, il est hors de question que ça nous concerne. De là à dire qu'ils vont dissuader leurs alliés européens de le faire, ça, on ne le sait pas. Et peut-être que non. Et peut-être que
concertée entre le président Macron et le président Biden, hein, ces propositions qui semblent quand même assez audacieuses, voire risquées. Vous voyez. Mais les Européens, ils doivent aussi en même temps prendre conscience que si les Américains ne sont pas là pour tout faire, il va falloir qu'ils en fassent une partie. Et les Européens se sont trompés sur 2 points depuis plus de 30 ans. Le premier, c'est il n'y aura plus de guerre en Europe, on voit que si. Et le deuxième, c'est notre sécurité dans la main des Américains, et c'est très bien comme ça. Et on voit que sur ces 2 axiomes-là, ils se sont trompés, puisque le soutien américain, il est de moins en moins garanti, et que de l'autre côté, c'est la même chose, si vous voulez. Frédéric Charion, mais l'OTAN, l'article 5, pour l'instant, ça fonctionne. Oui, mais encore une fois, ça fonctionne. D'abord, l'article 5 ne dit pas qu'il y a une entrée automatique en guerre. On parle de soutien, mais on ne dit pas on va entrer en guerre. Ensuite, l'article 5... si la Russie attaquait la Pologne demain, normalement, effectivement, oui, c'est un membre de l'OTAN, et donc l'OTAN doit porter secours, mais on ne dit pas comment. Voilà. C'est important ce que dit Frédéric Charion, parce que l'article 5 ne dit pas que systématiquement la solidarité des alliés doit se manifester par un engagement massif avec tout ce qu'ils ont. Ça, c'est l'article 42.7 du traité de Lisbonne qui le dit, mais celui de l'Union européenne. Mais l'OTAN laisse, et à la demande des Américains d'ailleurs, qui ne voulaient pas se laisser entraîner dès 1949, dans une obligation d'intervenir, il y a toujours la liberté la plus totale qui est laissée aux alliés pour décider de ce qu'ils vont engager au profit d'un tiers. Mais vous, Frédéric Charion, quand on voit les difficultés qu'ils ont eues à voter le dernier paquet d'aide à l'Ukraine, est-ce qu'on peut se dire que ça sera peut-être le dernier paquet ? C'est peut-être le cas si Donald Trump est réélu ou quelqu'un plus tard qui est sur sa... De toute façon, quand on regarde l'actualité... Donc là, ce n'est plus le meilleur allié des Américains. Le meilleur allié des Européens. La politique intérieure américaine est inquiétante à plusieurs égards des 2 côtés. Parce que vous voyez du côté républicain, effectivement, tout ce courant, appelons-le trumpiste, un peu isolationniste, mais aussi transactionnel, c'est-à-dire donnant-donnant. Les Européens, après tout, sont des concurrents. Trump, c'est encore pire. Trump a quand même une préférence assez naturelle pour un certain nombre d'individus autoritaires. Quand on regarde sa présidence par rapport à la Russie, il a quand même fait un certain nombre de choses dont Vladimir Poutine n'aurait peut-être pas osé rêver. Le retrait de Syrie, l'encouragement au Brexit, la remise en cause de l'OTAN. On se souvient quand même d'une interview de Trump sur Fox News, je crois, à l'époque, où quelqu'un lui dit, un journaliste lui dit, moi je ne vois pas pourquoi mon fils mourrait pour un petit pays de l'OTAN, c'était le Monténégro en l'occurrence, et le président américain, qui tient entre ses mains la clé de ce fameux article 5 de l'OTAN, répond, je vous comprends parfaitement parce que je pense la même chose. Bon, donc effectivement, mais du côté démocrate, c'est pas extraordinaire non plus parce que vous avez une aile gauche très dure du Parti démocrate qui regarde aussi vers d'autres horizons, qui est beaucoup plus intéressée par les pays du Sud, par l'Amérique latine, et qui n'est plus du tout dans cette idée que les Européens et les Américains sont de vieux alliés qui partagent un destin commun. Ils ne sont plus non plus là-dedans. Donc ça va être, il y a un moment où les Européens doivent se réveiller et comprendre leur destin en main et ne pas faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que quand on se dit Trump va peut-être être réélu, vite, c'est épouvantable, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se bouge. Oh, Biden a gagné finalement, allez, tout va bien, et on repart pour une douce somnolence. Il ne faut plus faire ça. Xavier Mauduit, ça veut dire que si effectivement la Pologne était attaquée par la Russie, est-ce qu'on se retrouverait dans un scénario un peu comme en 1939 ? C'est la vraie question qui se pose, mais en contextualisant, et là on voit bien la différence majeure, c'est de sentir qu'en 1939, l'Europe en tant que entité institutionnelle n'existe pas. Aujourd'hui, elle existe. Et on connaît bien ces différentes positions, l'échec de la communauté européenne de défense en 1954, la position du général de Gaulle dans les années 1960 par rapport à l'OTAN. Ce sont des positionnements complexes, mais peu à peu, on peut imaginer que l'Union européenne se dote d'une défense. C'est vraiment ça l'enjeu. Et c'est vrai que jouer avec ce qui se passe aux États-Unis selon une présidence ou l'autre, changer la politique européenne, on voit bien que ce n'est pas la solution. Sauf qu'il y a une temporalité ici. L'urgence est là, avec ce qui se passe en Ukraine, et la construction d'une défense commune, ça ne se joue pas sur cette temporalité-là. C'est beaucoup plus long. C'est pour ça qu'il y a tous ces tiraillements aujourd'hui. On va écouter d'ailleurs Vladimir Poutine qui a réagi à l'utilisation éventuelle d'armes occidentales sur le sol russe. Si quelqu'un considère possible de fournir de telles armes dans la zone de combat pour frapper notre territoire et nous créer des problèmes, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir nos armes du même type dans des régions du monde où seront frappées les installations sensibles des pays qui agissent ainsi contre la Russie? La réponse peut être asymétrique. Elena.
ou la Chine. Oui, non, mais bon, ce discours est complètement fallacieux, évidemment, puisque Vladimir Poutine frappe déjà le territoire d'un État voisin. Donc, de dire, s'ils frappent notre territoire avec leurs armes, on ira frapper, nous aussi, d'autres, ou fournir nos armes à d'autres territoires pour qu'ils frappent leur territoire. Enfin, bon, Mais il a menacé les petits pays très peuplés. Oui, exactement. Il a menacé les petits pays densément peuplés dès le moment où il y a eu ces discussions sur la possibilité de mener des frappes sur le sol russe avec les armes occidentales fournies aux Ukrainiens, puisqu'aujourd'hui, la région de Kharkiv est frappée régulièrement, et c'est la deuxième plus grande ville du pays, frappée par des missiles russes depuis le sol russe. Donc c'était a priori une évidence d'un point de vue militaire d'autoriser les Ukrainiens enfin à pouvoir à minima se défendre en frappant la base des frappes. Vladimir Poutine y réagit comme il réagit. Il dit aussi qu'il n'a pas l'intention de restaurer l'Empire. Il dit aussi qu'il n'a pas commencé la guerre. Il dit aussi qu'il ne menace personne. Enfin bon, voilà. Donc après, les réactions de Vladimir Poutine, à un moment donné, on peut les analyser, mais il faut aussi les laisser là où ils sont. Elles ne disent en tout cas de ses intentions seulement au moment où il préfère réellement des menaces en disant qu'il ne le fera pas. Général Péruge, à quel moment est-ce qu'on devient co-belligérant ? C'est toujours ça la question. Alors ça, c'est un autre problème. Quand on est co-belligérant lorsqu'on participe à la guerre militairement, c'est-à-dire en engageant des soldats qui vont se battre contre un adversaire. Envoyer des conseillers, envoyer des assistants, envoyer des maintenanciers, ce n'est pas être co-belligérant. Contrairement à ce que dit Poutine. Oui, mais Poutine, dans ce que dit Poutine, il y a toujours la propagande. Donc il ne faut surtout pas prendre ça. Il faut toujours voir l'effet qu'il recherche par rapport à sa propre opinion publique et par rapport à l'opinion publique mondiale. C'est ça le discours de Poutine. Ce qu'il y a dedans, alors il ne faut surtout pas prendre ça comme des... Donc ce rapport de force, l'Europe doit s'y préparer. On parlait l'autonomie stratégique européenne. C'est très important, ça, ce que vous dites. Et effectivement, on est dans un problème de chronologie et de temps. Parce qu'il faudrait que, si jamais M. Trump est élu en novembre aux États-Unis et qu'il applique ce qu'il avait dit avant, c'est-à-dire je vais vous régler le conflit en 24 heures, ce qui veut dire en gros, je dirais à Vladimir Poutine, prends ce qui te convient et puis après tu t'arrêtes là. Hein. En gros, on peut le comprendre que comme ça. Sans ça, on n'arrête pas le conflit en 24 heures. Hein. Et puis il faudra voir ce qui se passe après. Mais vous voyez, si on est dans cette logique-là, alors on ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Il faut que la défense européenne monte en puissance. Et comme on ne peut pas rêver d'une armée européenne tout de suite, parce qu'il faudrait un État européen, ce que les Européens peuvent faire, c'est prendre la menace à laquelle ils sont opposés actuellement et voir comment ensemble ils peuvent planifier une réponse. Vous voyez, à partir de... Ça, vous y croyez ? Moi, je pense que je me bats pour ça depuis longtemps. Vous savez, je suis un ancien directeur général de l'état-major. Tout a l'air d'être très national. Voilà, non, parce qu'on a des querelles byzantines dans l'Union européenne pour savoir les états-majors, quelles forces, les battle groups, l'Europe de la défense, est-ce que c'est mieux que la défense européenne ? Pour moi, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est où sont les menaces et comment les Européens peuvent-ils s'organiser pour faire face à ces menaces. Comment fait l'OTAN ? L'OTAN planifie. Elle étudie les forces russes, comment elles peuvent se déployer, etc. Et puis après, on fait des plans de réponse à ça, avec des quantités. Donc il faudrait une sorte de commandement intégré européen. Voilà, alors il faut qu'au sein de l'OTAN, de préférence, il y ait une possibilité européenne pour prendre le relais des Américains s'ils ne veulent pas le prendre. Un mot sur le nucléaire, Frédéric Charillon. Est-ce que l'Europe peut se passer du parapluie nucléaire américain, puisque Vladimir Poutine ne cesse de parler d'utilisation d'armes tactiques nucléaires ? Alors, la question du parapluie nucléaire est toujours très très compliqué parce que tout repose sur la décision in fine de celui qui a la possibilité qui dispose d'abord de ses armes et qui appuie sur le bouton. Pour schématiser l'expression consacrée. Évidemment, ça ne se passe absolument pas comme ça. Il n'y a pas une personne toute seule qui appuie sur un bouton, mais reprenons l'expression. Alors, le parapluie nucléaire américain, le général de Gaulle en doutait d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'a jamais cru un instant que les États-Unis se suicideraient pour nous faire plaisir et pour nous sauver la mise. D'où d'ailleurs un certain nombre de décisions, bien sûr, ça c'était pris avant lui, mais le nucléaire français, d'où le retrait du commandement intégré de l'OTAN, avec toujours cette peur que les Américains soit nous entraînent eux dans leur guerre ou ne répondent pas présent. Alors on est revenu dans l'OTAN, dans le commandement intégré depuis. Alors il y a cette question, quand bien même il y a une doctrine avec un parapluie nucléaire américain, qu'est-ce qu'il vaut ce parapluie nucléaire si vous avez un Donald Trump quelconque au pouvoir à Washington ? Alors là, ce que la France essaye de faire depuis, en tout cas, lance un peu cette idée, c'est de dire, mais il y a aussi d'autres puissances nucléaires en Europe, nous en sommes une, nous pourrions discuter de ça. Alors là, ça provoque évidemment des hauts cris un petit peu partout. Quels sont les scénarios ? Est-ce qu'on peut envisager sérieusement
de faire comme les Américains, c'est-à-dire de disposer des armes nucléaires françaises dans d'autres pays de l'Union européenne, sous double clé. Ça ne paraît pas aujourd'hui acceptable par une grande partie de l'opinion en France. Bon, maintenant, le nucléaire, c'est encore une fois quelque chose que tout le monde veut absolument éviter, d'une part, et d'autre part, c'est une doctrine qui est faite pour ne pas être employée. Voilà. Un mot, parce qu'on va arriver à la fin de cette émission pour revenir sur l'allié américain, Xavier Mauduit, et sur ces commémorations. On voit tout de même cette grande différence avec cette guerre. Donc c'était important d'en parler aujourd'hui. C'était important que Zelensky soit là. C'est très important, et c'est très important de parler d'histoire. Les commémorations sont là aussi pour donner l'occasion de parler d'histoire, et je pense aux plus jeunes, parce que le débarquement est répété commémoration après commémoration. C'est de l'histoire et c'est de la politique. C'est de l'histoire, et voilà, c'est de la politique. Et on voit dans le discours de Vladimir Poutine combien il utilise nos peurs, le nucléaire bien sûr, et la guerre mondiale, ce monde qu'il évoquait là dans son dernier discours. Eh bien, faire de l'histoire et prendre ce recul, c'est aussi pouvoir décrypter ce que nous dit Vladimir Poutine et peut-être éviter une forme de peur, parce qu'il utilise la peur, c'est une forme de terrorisme intellectuel par la propagande qu'il nous impose, et pouvoir démanteler ça, c'est lui enlever aussi une partie de ses armes. Et puis l'histoire, évidemment, est réécrite par Vladimir Poutine. Donc ça, on voit aussi à quel point elle reste très importante au cœur des sociétés. L'histoire est réécrite partout. Elle est réécrite en 3 dimensions. Elle est réécrite dans les manuels d'histoire. Elle est réécrite complètement à l'envers. Parce que les nazis sont les Ukrainiens aujourd'hui pour Poutine. Les nazis sont les Ukrainiens. Les anciens alliés sont les soutiens des nazis. Encore une fois, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du mythe. Le problème avec cette propagande, et c'est là où je reviens peut-être, et je ne veux pas qu'on finisse sur une note alarmiste, mais c'est ce qui risque d'arriver avec moi toujours, c'est que, encore une fois, Vladimir Poutine réalise les scénarios dans le monde réel, y compris avec le déploiement des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, y compris avec ce qu'il a fait en Ukraine. Le niveau de choc est retombé depuis le 24 février 2022. Il faut revenir, je pense, à ce niveau de choc pour essayer d'envisager clairement ce qui peut arriver aujourd'hui. Général Perruche, pour une note d'espoir, ça veut dire que l'Europe se mobilise, en fait? Mais je pense que c'est indispensable, parce que vous savez, quand quelqu'un vous déclare la guerre, vous avez beau dire on va faire la paix, on va négocier, etc. Mais vous aviez 2 solutions. Soit vous vous armez et vous essayez de contrer celui qui vous attaque, ou alors vous vous soumettez. Vous n'avez pas d'autre solution. Voyez. Donc l'Europe, si elle ne veut pas se soumettre demain, parce qu'après l'Ukraine, si Vladimir Poutine y trouve son compte, il y aura d'autres Ukraines. Les Pays-Bas. Donc il faut qu'elle s'émancipe un peu de son meilleur allié. Il faut absolument que... Alors s'émanciper, oui, dans la capacité d'agir, certainement, dans la relation elle-même, parce que nous défendons les mêmes valeurs, je dirais qu'il faut rester proche, on a intérêt. L'Alliance Atlantique, c'est très bien, mais il faut une Alliance Atlantique qui marche sur 2 pieds, un pied américain, un pied européen, c'est ce pied européen. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Général Perruche, Xavier Mauduit, merci Frédéric Charillon, merci Elena Voloshin, et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast.